S'il y a un jour qu'on t'a dit qu'une série 7 c'est grand, bah regarde la différence. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. Salut les gars, enfin plutôt bonjour YouTube parce que gars, nana, meuf, bon bref, vous m'avez compris, comme d'habitude, hein, l'expression toujours aussi correcte. Donc on va le redire, bonjour YouTube. Je me suis dit pourquoi est-ce que je ne présenterais pas l'une de mes voitures. D'ailleurs c'est avec celle-ci que je bouge à tous les événements, enfin tout quoi, quand je dois tracter le plateau. Et malheureusement elle va partir. Ce sera la dernière vidéo dans laquelle vous allez la voir. Le futur propriétaire, c'est un passionné, donc je sais qu'il va bien le refaire. Donc je me suis dit, juste avant qu'il parte, pourquoi est-ce que je ferais pas une vidéo de présentation? Parce que c'est vrai que ce véhicule-là, je ne l'ai jamais présenté, vraiment de A à Z, expliquer pourquoi j'avais pris ça et quels sont les côtés positifs et négatifs de ce genre de pick-up américain pour les en Europe. Et on va parler ça, on va voir ça tout de suite. Alors, on se retrouve avec un GMC Sierra de 1999 pour les Belges et 99 pour les Français. Voilà, comme ça tout le monde est content, enfin on débat. Donc, GMC Sierra. Ce modèle-ci, c'est un 5 litres 3. Donc 5 litres 3 de 200, je sais même plus, parce qu'il y a plusieurs versions. 260 ou 280, j'hésite là. Mais bon, on va dire moins de 300 chevaux. C'est un 4 roues motrices, mais pas permanent. En fait, quand tu le démarres, il roule en propulsion et tu choisis, en fait, c'est toi qui choisis les modes. Donc, on le voit ici. Donc, 2 roues motrices, c'est toujours en 2 roues motrices. Le height, c'est quand tu roules normalement, quoi. Et le low, en fait, c'est les rapports courts. Fortement déconseillé de rouler sur le bitume macadam. En gros, c'est fait pour aller dans les champs, quoi. En gros, faut toujours le laisser en propulsion. Donc voilà. Ici, on est sur la version SLT. Qu'est-ce que c'est la version SLT? En fait, c'est une cabine étendue. Ce n'est pas une double cabine, mais ce n'est pas non plus aussi, comment dire, une simple cabine. Donc, c'est une cabine étendue. Et est-ce que je peux dire que c'est une véritable 3 portes? Je pense que oui, parce que de ce côté-là, je n'ai pas de porte. Bon, je vais pas vous dire de vous abonner parce que vous êtes déjà dessus, mais abonnez-vous quand même. Donc, je parlais de la porte. Donc ça, porte suicide, un peu comme sur l'RX-8. Voilà. Donc, cabine étendue. C'est un canapé le truc. Franchement, je vous dis, c'est super confortable. C'est vraiment, c'est un canapé. C'est bien dommage qu'en France, c'est très compliqué d'homologuer ça. Mais bon, côté belge, ça va. Mais côté français, je vous dis la vérité, c'est compliqué. Alors, reprenons nos moutons. Donc, des 99, 5 litres 3, V8. C'est un gros bébé. C'est un gros bébé qui roule assez bien. C'est pas fait pour faire du 180, je te le dis tout de suite. Ça, c'est fait pour tracter, aller dans le champ. Labourer. Enfin, tu vois le délire, c'est vraiment pas fait pour te dire tiens, je vais aller sur l'autoroute, cross control à 160 et je suis pépère. Non, pas du tout. Ça bouge dans tous les sens. C'est vraiment pas fait pour rouler vite. C'est fait pour tracter, pour rouler, pour tranquille, quoi. C'est le genre de véhicule qui est fait pour ça, en fait. Tu vas sûrement te poser la question pourquoi est-ce que j'avais choisi ce genre de voiture. Alors, à l'époque où j'habitais encore en Belgique, c'était assez simple à homologuer ce genre de véhicule en 2019. Et j'avais eu l'occasion, en fait, c'était un ami de longue date qui l'avait.
Ils devaient s'en séparer, il y avait pas mal de frais à refaire. Et je m'étais dit, je vais prendre ça parce qu'on n'en voit pas des masses sur la route. C'est vrai que des GMC Sierra en pick-up comme ça, voilà, on n'en voit pas beaucoup. Par le passé, j'ai toujours kiffé les voitures, on va dire, qui sortent de l'eau, que personne n'a sous la route. Bref, les voitures exceptionnelles, quoi. Mais maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est bien. Alors oui, t'es pas comme tout le monde, mais il y a des frais. Et c'est un certain coût. C'est-à-dire que du fait que t'es pas comme tout le monde, tu as de l'import, c'est plus compliqué avec les pièces. Forcément, quand tu commandes, tu l'auras pas le 2 jours après. Enfin voilà. Donc on va dire le côté exotique et le côté que oui, je ne fais pas comme tout le monde, c'est bien, mais attention, quand vous prenez ce genre de décision, il faut accepter toutes les conséquences qui vont avec. Je vais vous expliquer un petit peu quel est le côté négatif de ce véhicule. Ensuite, on va se réconforter avec le côté positif. Alors, le côté négatif, c'est que dans certains endroits, tout ce qui est de domaine de hauteur, vous oubliez. Pour vous donner une petite idée, je vais me rapprocher du rétroviseur. Je fais 1,83 m pour vous donner une idée. Regardez où est-ce que le rétro il m'arrive. Et le toit où est-ce qu'il est. Et bon, 1,83 m, j'estime que je ne suis pas petit. Bon, je ne suis pas un géant non plus, mais quand même. D'ailleurs, je vais mettre une petite photo à côté d'une série 7. Là, cette photo-là qui apparaît là maintenant tout de suite. Donc, très cher copain, vu que tu es en Europe et que tu sais de quoi ça a l'air une série 7, je pense que là, tu peux faire un peu la différence. En fait, je te mets cette photo-là pour que tu te rends compte. Parce qu'en vidéo, je sais que c'est difficile de toujours, comment dire, se rendre compte de la taille. Je pense que parmi vous, les spectateurs, vous vous êtes déjà rendu compte que des gens que vous avez vus peut-être sur les réseaux sociaux, que je sais pas, moi, vous les avez rencontrés dans un rassemblement ou quoi que ce soit, ou des gens que vous suivez sur les réseaux, vous vous êtes dit, tiens, en vidéo, il est pas pareil. Enfin, en vrai, il est pas pareil qu'en vidéo. Donc, c'est pour vous dire que, ouais, des fois, on se rend pas du tout compte. Mais en vrai, franchement, il est vraiment énorme le truc. Donc je disais, le problème c'est l'auteur. Il y a autre chose aussi, faut savoir que ce genre de véhicule, tu peux pas te garer n'importe où. Mais vraiment c'est compliqué. Il y a des endroits où est-ce que si c'est un parking assez serré, il y a moyen que tu restes coincé. Que, genre par exemple, toi tu te garais au milieu, il y a une voiture qui s'est mise à gauche, l'une à droite. Supposons que tu dois reculer et que tu as un autre rang de véhicules, mais si derrière, quand tu dois faire ta marche arrière, c'est full, tu pourras pas sortir. Parce qu'en braquant à gauche ou à droite, en fait, le porte-à-faux est tellement important que dans les parkings, on va dire, en France, ou en Belgique, peu importe, c'est assez compliqué. Donc, voilà. Le côté parking, c'est... Ah oui, tout ce qui est souterrain, vu qu'il est au GPL, c'est interdit aussi. Sinon, mis à part ces aspects-là, l'autre aspect négatif que je dirais encore, ce serait la consommation. Alors oui et non, ça fait que du 20 litres en 100, mais en fonction du prix de l'éthanol, ça revient à peu près comme un diesel qui fait du 9 litres ou 108 litres, enfin oui, entre 8 et 9 on va dire. Donc bon, si tu as l'éthanol chez toi ou alors du GPL, ça va, ça passe encore. Mais le plus, on va dire, le côté le plus négatif de ce genre de véhicule, surtout les pick-up, j'insiste bien sur les pick-up, parce que en SUV, il y a un moyen que ça passe en France, mais les pick-up comme ça, surtout ce modèle-là, comme le mien, tu n'as pas de conformité européenne et tu peux pas l'immatriculer en France. Et il faut passer par la case DREAL ou alors par un importateur que tu vas payer une somme. On va parler, ouais, même si en France c'est compliqué le budget, mais c'est sûr que tu vas lâcher au moins 6 000 euros. Ça, c'est sûr. Donc, ouais, le côté négatif, c'est ça. Alors, vous allez dire comment ça se fait qu'elle m'est immatriculée. Comme je vous ai dit au début de vidéo, moi, à la base, j'habitais en Belgique. Et à l'époque où j'habitais en Belgique, en fait, il faut savoir que côté belge, niveau législation, bon, le mot compliqué, là, t'as compris. Nation. Voilà. Législation. Voilà. On va y arriver. C'est l'équivalent de la vidéo, elle se fout de ma gueule encore. C'est complètement différent. Donc, c'est-à-dire que
à l'époque où ce qui était importé, j'ai une conformité belge, mais elle est valable uniquement sur le territoire belge. Elle n'est pas valable en fait sur le territoire français. Ce qui fait que quand tu fais ta demande sur la NTS, en fait non, ça passe pas. Donc tu dois repasser par la case 0. En gros, pour la France, ce genre de véhicule n'a jamais été importé tant que tu n'as pas une conformité européenne. Bon, maintenant, on va parler des aspects positifs. Parce que négatif, c'est bien, mais il faut parler du côté positif. Alors, tu as une benne qui est assez grande. Voilà. Si je vais te montrer comment tu défais ça. Hop. Et là, je monte dessus. Et oui, ça tient mon poids. C'est de l'acier. Tu défais ça comme ça. Et voilà. Et là, tu te retrouves avec une cuve de 230 litres de GPL. Donc, c'est une véritable bombe. Si ça peut rassurer. Sinon, tu as pas mal d'espace de chargement. C'est plus grand. Enfin, les bennes, elles sont plus grandes que les pick-up qu'on a en Europe. Mais c'est déjà pas mal, quoi, pour transporter des choses. Je trouve que c'est assez pratique. C'est pareil ici que tu remplis le GPL. Voilà, bon, la trappe essence, 95 litres, le réservoir d'essence qui prend que de l'éthanol. Bon, pour l'intérieur, bon, c'est assez rustique. Pédale comme chez Mercedes pour le pédale de frein à main qui est un frein à pied, un frein parking. Sinon, pour l'intérieur, qu'est-ce que je peux te dire? Le ciel d'étoiles qui se décolle. Ouais, tableau de bord. Une boîte à gants où est-ce que tu peux mettre pas mal de choses. Enfin, boîte à gants en rangement, tu m'as compris. Et la boîte à gants, elle est plus petite. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Ouais, pour l'intérieur, donc d'origine, c'est assez génial. Donc, tu as le miles et les kilomètres. Donc, tu vois, c'est clairement, voilà, c'est pas fait pour rouler vite. Donc, tu as donc l'indicateur de carburant, comme sur toutes les voitures. Le voltage, température, 210 et pas 210 degrés, hein, donc qu'on soit d'accord. Et la pression d'huile, mais c'est pas 40 bars hein, non plus. Voilà, donc c'est des unités américaines. Mais sinon, qu'est-ce que je pourrais dire comment? Ah oui, un truc qui est génial, parce que ça, les gens quand ils me demandent avec moi, à chaque fois ils me posent la question pourquoi. En fait, regarde, quand je te mets le contact, en fait, on voit ici, tu vois, c'est marqué là, je suis direction est. En fait, c'est une boussole. Parce qu'aux États-Unis, si tu es perdu quelque part, pour te repérer, c'est pour toi savoir dans quelle direction tu te diriges. Parce que tu peux pas savoir forcément t'es où. Si t'as plus de téléphone, t'as plus de signal, t'as plus rien. De l'est, est, ouest. Voilà, au moins t'as une petite idée. Donc au moins vous le savez. Sinon niveau rangement, voilà. Ah oui, ce bouton-là. En fait, ça s'est fait pour les garages. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils avaient prévu ça à l'époque que genre tu mets la télécommande dans ton garage, t'appuies et quand tu arrives devant chez toi, ben tu rentres ton gros bébé. Il faut savoir que ce gros bébé-là, 3/4 des garages en Europe, ça rentre pas. Mais chez eux, ça rentre. Voilà, c'est un dérangement. Voilà. Et quand tu manœuvres, ça va, t'as quand même une assez bonne vue. Allez, et maintenant on va filmer la chose qui vous intéresse. Eh oui, le moteur. 99, regarde la technologie des Américaines, c'est quand même génial. C'est que, regarde, j'ai pas de vérin, j'ai rien du tout, ni de vérin, ni de rien, ni un truc pour poser. Le capot il tient tout seul. Comment? Ben, je t'explique. En fait, tu as des ressorts, et en fait, c'est ces ressorts-là qui tiennent le capot. Ce qui fait que, regarde, tu vois, hop, et il tient tout seul. Bon, on va parler du gros bébé. Donc le voici, 5 litres 3, V8, Vortec. Vortec c'est pour l'admission, c'est une technologie qu'ils avaient fait à l'époque. Ici, on est sous le moteur, le code moteur c'est le LM7. Alors le LM7, qu'est-ce que c'est?
C'est pour ceux qui, à mon avis, je pense qu'il y en a certains qui doivent savoir un petit peu. C'est un peu l'ancêtre des blocs LS. Je pense que vous avez déjà entendu parler sur les moteurs Corvette. LS1, LS2, LS3, LSX et tout compagnie. Tout ce qui est LS, en fait, c'est des blocs qu'on a lus. Pour ceux qui connaissent un petit peu BMW, en fait, le LM7, c'est un peu comme si tu disais chez BMW le M50 B25. Donc, c'est-à-dire le M50, c'est la fonte, d'accord? Mais ici, sur le LM, c'est la même base que le LS, sauf que c'est de la fonte. Bon, c'est un bloc qui est très très lourd, hein. Il est beaucoup plus lourd que le LS. À l'époque, j'avais fait une comparaison parce que j'avais pensé mettre ces blocs-là dans une caisse assez sympa. Parce qu'en fait, je t'explique, ce bloc-là, il encaisse du boost à mort. Ça, tu le passes à 0,8 de boost à 800 chevaux. Mais ouais, c'est une dinguerie. Bon, j'ai pas dit que la boîte et tout ça le tient. Ça c'est un autre débat. Bref, je pense qu'on est à peu près pas loin des, si je me rappelle bien, je sais plus si c'est entre 50 et 80 kilos. Je sais plus te dire exactement, mais c'est sûr qu'il y a au moins 50 kilos de plus rien que le bas moteur que par rapport à un LS. Donc ouais, c'est un moteur qui est assez lourd. C'est le côté négatif. Par contre, le LM7, il est pas très connu chez nous en Europe. Et c'est une excellente base en fonte parce que tu peux lui mettre du boost avec les bielles d'origine. Et voilà, je vais parler de tout ça, je vais faire grimper les prix en Europe. Avec les bielles d'origine et les pistons d'origine, sachant que c'est un rapport volumétrique de 9, je t'ai bien dit un RV de 9. Donc là, tu peux déjà lui mettre du boost. Bah, là, franchement, la vérité, tu lui mets des joints de culasse, visserie renforcée, pour la culasse, pour que les culasses ne soulèvent pas avec le boost, tu peux déjà faire un truc très très sympa là-dessus, hein. Mais vraiment, vraiment. Je te dis, j'ai longuement étudié ces moteurs-là. J'avais vu monter dans une 14 à 0,8 de boost. Je sais plus c'est quoi comme turbo qu'il avait. Et il sortait 800 chevaux. Donc, après bon, c'est la cylindrée qui fait que. Il y a déjà des bonnes bielles. C'est une base en fonte. Donc pour la prépa, c'est un très très bon moteur. Côté négatif, le poids. Voilà. Alors, je te le fais un petit peu démarrer parce que je sais que le son il t'intéresse forcément. Je sais pas si tu te rends compte en vidéo, mais c'est impressionnant quand le moteur il bouge quand tu accélères. Je voulais te parler d'un système que j'avais fait. Ça, c'est pas du tout d'origine. En fait, j'ai rajouté une deuxième batterie que je l'ai fixée là, à l'intérieur, sous la banquette. Et en fait, je distribue du courant ici. Comme ça, j'alimentais en fait mon plateau. Et si je devais dépanner un pot ou quoi, lui donner du courant, voilà. Pourquoi je devais alimenter le plateau? C'était pour le trail. Donc c'est pour ça que je me suis fait ce système-là. On appelle ça les prises Anderson. Oui, concernant les rétros, pareil, ils sont pas d'origine. Je regrette, mais je sais pas pourquoi j'ai payé 5000 €. Donc en gros, quand tu clignotes, là c'est rouge. Bon là je suis dedans, mais et quand je passe la marche arrière, ça s'allume blanc. Bah, pour dire que, en fait, c'est une norme là-bas, c'est pour dire que tu manœuvres, quoi. Ouais. Et ouais, voilà ce que ça donne. Et à l'arrière, pareil, ça clignote rouge. Je sais pas si tu arrives à voir là. Ouais. Donc là, c'est à LED. Bon, c'est pas d'origine, c'est pas ceux d'origine, mais j'ai pris le modèle un peu plus récent. Et ouais, c'est assez sympa. Donc on t'allume là, t'as cette bande là, et puis là, t'as les feux, quoi. Et il y a un truc aussi qui est marrant sur cette voiture. Je vais t'expliquer un truc, mais ouais, c'est bizarre. Tu n'as pas l'habitude avec les américaines. Alors, niveau clignotant, c'est trop chelou. Je t'explique. Voilà, je peux pas le faire parce que je suis tout seul. Mais en gros, là, quand je monte dans la voiture, quand je le mets en drive, donc en vitesse, en fait, il y a ces feux-là qui s'allument. Tu vois?
Mais ça, c'est le pas clignotant, c'est autre chose. Ça, celui-là et celui-là, ils s'allument. En fait, c'est pour dire aux piétons que, attention, la voiture, elle est en vitesse. C'est pour ça que ça s'allume. Regarde bien le truc, hein, parce que c'est bizarre quand t'as pas l'habitude. Donc là, je te le mets en vitesse. Tu vois, là, il est en vitesse. Ça s'allume. Bon, tu vas comprendre le truc. Regarde. Là, je le remets sur P. D'accord? Là, je fais que clignoter. Je clignote à gauche. Regarde bien comment ça clignote. Ok? T'as mémorisé? Ok. Regarde, maintenant, j'enlève le clignotant. Maintenant, je te mets les feux de position. Voilà. Maintenant, je reclignote à gauche. Regarde, ça clignote pas pareil. Je laisse le clignotant à gauche. Je fais qu'enlever les feux de position. Est-ce que tu as compris? Je remets les feux de position. Et maintenant, je te le mets en vitesse. Donc, j'ai retiré les feux de position. Je te le mets en vitesse. Je clignote, on va dire, à gauche. Et je mets les feux de position. Est-ce que tu as compris le truc? Quand t'as pas l'habitude, c'est bizarre. Mais rien que ces normes-là, ben en France, ouais, ça passe pas, c'est sûr. Et il y a un truc aussi que j'ai rajouté sur cette voiture, c'est les feux. Alors, les feux que tu vois sur le toit, là, c'est pas du tout d'origine. Normalement, ça, c'est sur le modèle 3500. Parce que oui, j'ai oublié de vous dire. Ici, on est sur un 1500. Ensuite, tu as le 2500. Ensuite, tu as le 3500 parce que tu as les roues jumelées à l'arrière. Ça, c'était mon rêve. Mais bon, impossible d'avoir ça en France. Et pas impossible. Si tu as les moyens, c'est possible. Et si tu veux les feux du gabarit que tu vois en haut, que j'ai rajouté, en fait, normalement, ça vient sur le modèle 3500. Mais du fait que, voilà, j'ai fait un petit tuning, là, j'ai pris ce modèle-là, du 3500, je les ai rajoutés sous le 1500 parce que bon, ça fait un petit style. Bon, on va essayer de faire un petit test routier. Bon, c'est pas un foudre de guerre, mais voilà, c'est fait pour rouler cool, tu vois. Après, il a de la pêche et tout, je dis pas. Mais bon, je vais essayer de te faire un petit peu découvrir la voiture, quoi. Allez, c'est parti. Bon, on fait avec les moyens du bord, on fait comme on peut. Mais si ça peut donner une petite idée. Je sais pas si avec ce micro tu pourras profiter du son de la voiture. J'espère que oui. Mais je peux pas faire mieux que ça, copain. Ah, je trouve cool, normal. Je tire pas dedans. C'est très très coupleux. Faut savoir que ce genre de véhicule, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est un 5.3, ça fait moins de 300 chevaux. Comment ça se fait que pour un gros V8 comme ça, ça a très peu de puissance? Alors les gars, il faut savoir un truc, c'est qu'aux États-Unis, quand tu dis V8, tu as plusieurs types de V8. V8, ça ne veut pas forcément dire faire du 300 km/h avec 600 chevaux. Tu as un V8 de travail, tu as un V8 au quotidien dans une berline, et puis tu as un V8 type dans une voiture type, je pourrais dire ça, type sport, tu vois. Donc c'est-à-dire Corvette, Camaro, Ford Mustang, etc. C'est plus ces V8 là qui sont plus pointus. Donc, sois pas étonné que ce genre de V8, ça c'est, dis-toi que ça c'est un Renault Master, tu vois. Il faut arrêter de penser que oui, c'est un V8, ça 5.3 gros cylindré. C'est pas fait pour avoir 600 chevaux, même si c'est un potentiel de fou, comme je te l'ai dit, c'est un bloc fonte. Mais de base, c'est un utilitaire, c'est fait pour ça. Et il y a une chose aussi que tu dois savoir, c'est qu'il a que 420 Nm. Tu vas me dire, ouais, mais c'est rien ça pour un 5.3. Oui, sauf que les 420 Nm, moi quand je suis en D, j'ai lâché la pédale de frein, les 420 Nm, je les ai tout de suite. Alors que toi, non, tu dois avoir une charge turbo parce que tu n'as pas la cylindrée. En gros, ici, le fait que tu as la cylindrée,
ton couple, tu l'as instantané. C'est un atmo, c'est un gros atmo. C'est tout de suite, tu vois. Donc, surtout si je le mets en rapport court, j'ai déjà tracté un poids lourd avec des 40 tonnes, je peux te dire. De 40 tonnes. De 40 tonnes. Et il y avait un poids lourd qui était coincé et je l'ai tiré, tu vois. Une souche d'arbre, pareil, j'ai déjà arraché avec, je peux te dire. J'ai fait tellement de choses. J'ai même redressé le longement d'une voiture avec ce pick-up là. Donc, crois-moi, ces véhicules-là pour tracter, pour travailler avec, c'est génial en fait. C'est vraiment, c'est top. Donc, concrètement, c'est fait pour rouler tranquille, creuser, enfin voilà, tracter. Ce genre de véhicule. Après, c'est un choix, Voilà, moi personnellement, j'ai plus trop l'utilité. C'est pour cette raison-là que je m'en sépare. Je préfère faire plaisir à un passionné qui va le restaurer. Parce qu'il y a un peu de rouille, il y a le pare-brise à changer, il y a 2-3 conneries à faire, même moi il roule. Mais au moins tu sais, je pense que c'est bien que j'ai fait cette vidéo pour filmer un petit peu ce genre de véhicule. Parce que je sais que les gens en France, bon, mis à part ceux les passionnés et les gens qui s'intéressent à ce genre de véhicule, ils ne savent pas vraiment ce que ça donne. Il y en a certains qui se font des fausses idées que oui, c'est un V8, il faut que ça roule à 300. Non, c'est pas du tout fait pour ça. Je le répète, les gars, c'est un utilitaire, d'accord? C'est un utilitaire. Voilà, son but est autre que rouler super vite. Parce que les gens, le truc, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude des V8 en Europe. Ils entendent le bruit du V8, ah ça doit arracher. Hein. Alors c'est très très fiable. Après les Américains, ils ont toujours fait des véhicules comme ça. C'est-à-dire gros cylindré, il faut que ça fasse beaucoup de kilomètres, que ça parcourt toute distance au son bas les steaks de la consommation pour que ça soit fiable et que ça refroidisse bien. C'est un refroidissement, mais j'ai jamais vu un véhicule avec un refroidissement aussi top. J'ai tracté vraiment des trucs extrêmement lourds. Ça bouge pas. Franchement, le refroidissement en été, même par 40 degrés dans les pays de l'Est, ça bouge pas. Vraiment, la flotte, c'est excellent. Qu'il fasse franchement 40 degrés ou moins 10, c'est simple. La température, elle est entre 75 et 80 degrés. Ça bouge pas. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation, ça t'a plu. N'hésite pas à me dire un commentaire, qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que c'est le genre de véhicule qui t'intéresse? Est-ce que c'est un véhicule que tu trouves que c'est pas du tout adapté pour l'Europe? Est-ce que ça te plaît? Enfin, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Mais moi, voilà, aujourd'hui, je l'ai filmé parce que je me suis dit que par la même occasion, ça me fera un souvenir. Je vais rouler encore jusqu'au vendredi et puis le propriétaire, il va venir le chercher. Je l'ai eu depuis 2019. Il m'a jamais lâché en panne. Et pourtant, j'ai fait des choses avec. Et très fiable, franchement très très fiable. Si je me rappelle bien, cette plateforme, c'est la GM 800, 700, non, 700 ou 800. 800, je pense. Et on m'avait toujours dit que c'est l'une des plateformes la plus fiable. Point négatif, c'est la rouille. C'est un modèle qui rouille assez vite. Sinon, mis à part ça, mis à part la rouille, j'ai rien. Ouais. On parle aussi de la fameuse boîte, la 4L60E, qu'elle est fragile. Pour ma part, j'ai vidangé tous les 60 000. J'ai tracté, j'ai fait plein de trucs avec. Elle m'a jamais lâché. Donc, vous savez, des fois, dans l'automobile, il y a des gens qui disent oui, ça c'est de la merde, ça c'est fragile, etc., etc. Mais quand tu regardes, ils font les vidanges tous les 20 000, alors que moi je dis fais-le tous les 10 000, tu vois. Les boîtes de vitesse, ils les font tous les 100 000. Enfin voilà, c'est un peu vaste le monde de l'automobile là. Il y a plein de modèles parce que les gens ils disent que c'est de la merde alors que c'est pas vrai en fait. Ça dépend, l'entretien. L'entretien, ça fait énormément les gars. Je vous dis, la 4L60E, tout le monde me disait ouais attention, elle va te lâcher, c'est une boîte de merde. Depuis 2019, vidange, crépine, tout le tralala. Et j'ai toujours la même boîte, le même convertisseur. Sur ce, moi je vais vous quitter. J'espère que ça vous a plu cette présentation du GMC. En tout cas, n'hésitez pas à partager, liker et surtout abonnez-vous parce que moi ça m'encourage à aller chercher un petit peu du bon contenu. Si je vois que les gens s'abonnent et que ce genre de contenu ça vous plaît, forcément moi ça me motive. Donc n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez et quel type de contenu vous intéresse. Bon, sur ce, allez, à bientôt YouTube.